très bien. Bon, bah du coup, bienvenue Youssouf pour cet échange. Je suis ravi de vous avoir dans ce podcast. Alors, je vais vous présenter avant qu'on commence à échanger. Alors, vous êtes Mhm. avant tout écrivain marocain. Vous avez écrit plusieurs romans et vous avez reçu également plusieurs prix. Je vais en citer quelques-uns. Le premier prix que vous avez reçu, c'est le prix du meilleur récit du voyage du British Courrier International pour Un Marocain à New Br- York, qui est votre British Council. British Council, exactement, Mhm. pour votre premier roman Un Marocain à New York. Vous avez reçu également le prix Grand Atlas en 2001 pour le roman clandestin. Et plus Mhm. récemment, vous avez reçu le prix Orange en Afrique pour le roman C'est beau la guerre. Et Absolument. vos romans ont également été traduits dans plusieurs langues. Pour citer quelques langues, on a l'arabe, l'anglais, l'espagnol, le grec et l'allemand. Et à côté également de votre activité d'écrivain marocain, vous êtes également professeur euh, à Mhm. l'université Ibn Tofal euh, au sein du département anglais et vous enseignez la stylistique et les médias. C'est bien ça. Absolument. Et j'avais également vu que vous avez une activité également d'artiste. Vous avez fait quelques expositions à Ouais. partir sur des collages, etc. Des... Oui, et aussi des projets un petit peu conceptuels. On pourra en parler peut-être. Ok, avec plaisir, avec plaisir. Surtout que c'est lié à la littérature, c'est lié à mes livres aussi. C'est Ok, une façon de publier mes livres, mais autrement. ok, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu. Ouais, donc on pourra parler de Hum, ça aussi. très bien. Et puis je sors bientôt, en fait, deux livres graphiques. Ok, Donc, alors il y en a un, c'est un livre graphique, c'est celui-là qui sortira en premier. Pour ce livre-là, j'ai fait aussi bien les textes que les dessins. ok, Et l'autre, c'est carrément une BD. ok, intéressant. Mais là, alors la BD, j'ai un dessinateur. Enfin, j'ai fait avec un Marocain hein, qui s'appelle Yassine Hajami, Ok, que le grand public ne connaît pas encore, mais qui va vraiment découvrir. C'est quelqu'un d'absolument exceptionnel. Et en fait, c'est une BD sur les révolutions du monde arabe. ok. C'est Et vrai que, c'est mon scénario, hein, c'est mon texte. ok, c'est vrai que pour raconter une histoire, il y a plusieurs formats. Il y a le roman classique, après il y a aussi réaliser une bande dessinée ou C'est même ça. un film, etc. Et c'est toujours peut-être intéressant d'aller voir d'autres formats pour exprimer la même chose entre guillemets, mais avec un angle un peu différent. Hmm. Très Et toucher intéressant. un autre public aussi. C'est vrai, c'est vrai. La bande dessinée, c'est vrai, ça dépend vraiment des goûts des personnes et du coup, forcément, on touche à un autre public. Ouais. Mhm. La première question que je voulais vous poser, c'était par rapport au métier d'écrivain. Est-ce que vous aviez ce métier-là en tête très tôt ou c'était quelque chose qui est venu un peu plus tard Est-ce qu'au lycée, je sais que vous avez fait un baccalauréat littéraire et ensuite vous avez fait Absolument. des études à l'université à New York. Est-ce que dès ce moment-là, vous aviez cette idée de devenir écrivain? Eh bien, pas du tout. c'est c'est une réponse qui surprend pas mal de mes lecteurs, entre autres. Euh, Absolument pas, j'avais jamais pensé devenir écrivain. Je me suis assez vite orienté vers des études en lettres dès le lycée. Mhm. Mais j'avais pas du tout en tête, enfin je m'imaginais pas du tout devenir écrivain. Et Mhm. puis c'était pas du tout je ne sais pas comment dire, une envie ou probablement parce que je pensais que ce serait tout simplement inaccessible. Au lycée, on étudie vraiment les classiques de façon générale. Enfin, à l'époque, du moins. Maintenant, peut-être que les choses ont changé. Mais à l'époque, franchement, on étudiait, on avait rarement étudié des auteurs vivants, d'ailleurs. On étudiait que des Mhm, auteurs qui mhm, étaient des siècles passés. Donc, on pouvait pas s'identifier à des gens qui sont déjà morts, quoi. Je veux mhm, dire. mhm, mhm, mhm. Et alors, non seulement morts, mais justement devenus immortels grâce justement
à la façon dont on les a vénérés, on les a un petit peu mythifiés, quoi. Et, mais ce qu'il y avait, en revanche, c'est que mon père écrivait, mais écrivait voilà, plus par passion, hein. C'était pas du tout son métier. Donc, il écrivait de la poésie, il écrivait de la nouvelle. Il a même écrit 3 romans, il n'en a publié qu'un seul. Mais j'ai pu récupérer 2 manuscrits de romans qui n'ont jamais été publiés, que je voulais d'ailleurs publier après son décès, mais bon. Lui, il les gardait en fait parce que son projet c'était d'attendre la retraite, de prendre sa retraite, donc à l'âge de 60 ans. Ok. À l'époque, la retraite c'était à l'âge de 60 ans, sauf manque de chance, il est décédé à 59 ans. Donc en fait, il n'a jamais atteint l'âge de la retraite. Et la raison pour laquelle il voulait pas publier avant, enfin il a publié un des 3 romans, mais quasiment dans le secret. C'est-à-dire il n'y avait pas eu vraiment de promotion ni de quoi que ce soit. Et les 2 autres, il les a laissés dans un tiroir en attendant cette fameuse retraite qui n'est jamais arrivée finalement. La raison, c'est qu'il avait une position un peu, entre guillemets, officielle, quoi, et qui était un petit peu incompatible avec une vie d'écrivain, quoi, tout simplement. Il lui était difficile de publier donc de la fiction, du roman, etc., etc. Alors je parle d'une certaine époque, hein, on est bien d'accord. Aujourd'hui, ça serait peut-être possible, mais il avait une fonction un petit peu, voilà, qui permettait difficilement de mélanger les genres, hein. Alors, en revanche, moi j'ai grandi avec, c'est une chance inestimable, c'est-à-dire que à la maison, on a toujours eu une très très grande bibliothèque avec des livres dans les 2 langues, hein. Mon père était un parfait bilingue. Vraiment, c'est la génération des parfaits bilingues marocains, comme il n'y en a plus, pratiquement. Et donc, une bibliothèque où on avait des livres aussi bien de la littérature que de la philosophie, que des livres politiques. Donc, moi, j'ai grandi avec vraiment des livres, je dirais même, alors j'allais dire inédits, mais c'est plus que ça, parfois même des livres censurés À l'époque, ouais. Ouais, et qu'on trouvait chez moi à la maison. Donc moi j'ai lu des livres qui étaient censurés, je les ai lus à l'âge de 14-15 ans. J'ai lu par exemple Mohamed Khayreddine, Agadir, et Moi l'Aigre était un roman censuré à l'époque, hein. Et je me souviens avoir lu Moi l'Aigre, je devais avoir 14 ans. Alors, très honnêtement, j'avais pas tout saisi, hein, parce qu'à 14 ans, bon, j'avais pas quand même suffisamment de bagages, mais ça m'avait vraiment intrigué et ça m'avait passionné. Donc j'ai lu très tôt et puis je voyais mon père qui écrivait par passion comme ça, par plaisir et tout. Ensuite, j'ai fait des études en lettres d'abord, hein, avant de faire des études en communication par la suite. Mais j'ai d'abord fait une première thèse en littérature, et plus précisément en littérature érotique. Alors ça, c'était ma première thèse, mais j'ai utilisé une approche stylistique, ce qui explique pourquoi justement j'enseigne par ailleurs la stylistique. Évidemment en anglais, hein. Donc moi je suis angliciste, c'est-à-dire qu'après mon baccalauréat, moi, je n'ai plus étudié en français du tout. J'ai fait toutes mes études, j'ai fait 2 thèses dans ma vie. J'en ai fait une première donc en littérature, voilà, littérature érotique avec une approche stylistique. Et j'ai fait une deuxième thèse qui était beaucoup plus orientée vers, en fait, sur la représentation du corps féminin dans les magazines, hein. Les magazines, donc ce qu'on appelle women's glasses, donc voilà, et notamment les tout nouveaux et tout récents magazines féminins marocains, Femmes du Maroc, Citadine, etc., etc. Donc à l'époque, quand j'avais fait cette recherche, c'était pour mon PhD, et c'était bon, on parlait pas encore, hein, de tout ça, il n'y avait pas encore véritablement de recherche sur la question.
Donc c'est venu après. Donc j'ai fait des études en lettres aussi, hein, donc alors lettres Ok. anglo-saxonnes, hein, Hmm. lettres anglo-saxonnes. Évidemment, moi Shakespeare, je l'ai lu évidemment, enfin je l'ai lu et enseigné aussi. Et Faulkner, je le lis et je l'enseigne Ok. Et dans sa à langue. ce moment-là, lorsque vous faisiez la thèse, la profession que vous vouliez faire, c'était éventuellement professeur, parce que quand on fait une thèse, Oui, souvent oui, on devient professeur juste après, et finalement vous étiez professeur quelque temps absolument. avant d'être écrivain finalement. Ouais. Et Ah oui, oui, absolument. Plusieurs professeur, années même. plusieurs années, ouais. Ah oui, Professeur oui, plusieurs années. directement au Maroc, vous êtes revenu directement au Maroc pour être professeur. Absolument. À l'université. Euh, Moi, j'aurais pu, alors très 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 facilement, évidemment, j'aurais pu rester à New York, hein. Hmm. Alors, comment ça s'est passé? C'est que moi, j'avais déjà fait, à l'époque, il fallait deux thèses. On avait ce qu'on appelait, d'ailleurs, c'était un petit peu le système français de l'époque, à savoir une thèse de doctorat de troisième cycle et une thèse de doctorat d'État. Bon, ce qui n'existe plus aujourd'hui, un doctorat unique, hein, Hmm, et en hmm. France aussi d'ailleurs. Donc, ma génération est passée par ce système où il fallait faire deux doctorats. En fait, avec le premier doctorat de troisième cycle, j'avais déjà la possibilité d'intégrer l'université en tant que maître assistant. Ce que j'avais fait. Donc, moi, je suis allé à New York, j'étais déjà maître assistant. Ok. J'ai fait un projet de recherche, j'ai obtenu une bourse Fulbright, une bourse américaine, et, euh, et je suis allé pour faire donc une deuxième thèse, qui est la thèse d'État, qui permet de devenir euh, bon, full professor, c'est-à-dire professeur de l'enseignement supérieur, quoi. Hmm. Pas uniquement un maître assistant. Et, euh, et ce qu'il y a, c'est que jusqu'à ce stade-là, alors évidemment j'avais écrit, mais j'avais pas écrit de fiction, c'est pas une écriture créative, c'est-à-dire j'avais écrit plus Écriture de la critique. académique, ouais. Alors académique, absolument. Un peu de critique d'art aussi. J'avais écrit sur des peintres, sur la photo, donc c'est des articles qui étaient publiés par exemple dans La Malif, le fameux La Malif, hein, de Ok. l'époque. Des articles Et de puis magazines, de presse. voilà. Alors La Malif, c'était bon, une revue de gauche très engagée, militante, etc. Et puis effectivement, aussi des publications plus académiques, universitaires, mais pas de création, Ok. vraiment. Et Et hmm, je pense, parce que finalement, je ne vais venir à la création que bien plus tard, c'est-à-dire que mon premier livre, c'est Un Marocain à New York, c'est une fois que je rentre de New York. vous Il aviez se quel passe un âge peu. du coup? Vous aviez Oh, ben j'avais 30 ans. ok. 31, quelque chose comme ça, 31, Donc peut-être 32. on peut commencer l'écriture à tout âge. Il y a des gens qui Oui, commencent oui, plus oui. tôt, plus tard, etc. Mais Ah ouais, si ouais, ouais, ouais. hmm, Ouais. hmm, à 30 Bah, ans, ok. un des plus grands écrivains marocains, enfin que je Ouais, considère moi comme l'un des plus grands, c'est Edmond Amran el-Maleh, ok. l'écrivain juif marocain. Il a publié son premier roman à l'âge de 60 ans. Ouais, Et il ok. est considéré aujourd'hui vraiment, vraiment comme un... Alors, il a eu la chance de vivre jusqu'à 94, 95 ans. Donc, il a pu se Ah, rattraper. il a eu un peu de temps pour. Ouais. Mais il n'a commencé qu'à l'âge de 60 ans. C'est-à-dire son premier livre, Hmm, c'est extraordinaire. hmm. Mais ça, c'est un Et message qui est plus global que sur l'écriture. Il est jamais trop tard pour se lancer dans oui, sa passion, pour faire ce que l'on aime, absolument, même si on a absolument. 60 ans, 70 ans, etc. Et finalement, 30 ans, c'est super tôt, hein. Oui, Ça alors, reste tôt quand même. ouais. Mais bon, le premier livre, quand même, je l'ai sorti, alors je devais avoir 36 ans, quelque chose comme ça. Hmm. 36, peut-être. Ouais, c'était un Marocain à New York. Et Et alors, l'inspiration se fait oui. naturellement quand on a envie de. Voilà, pour son premier roman, c'est vraiment un désir qu'on peut pas restreindre. Enfin, cette envie d'écrire, de publier quelque chose, c'est comme ça que ça se passe finalement. Alors moi, comme je l'ai dit,
j'avais pas forcément Hmm. voilà, ce désir. Alors, Ah. je pense que je devais l'avoir, hein. Mais seulement c'était enfoui quelque part et probablement réprimé. Hmm. Et je m'explique. Alors ça, je l'ai compris par la suite. Parce que, évidemment, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais comment se fait-il que je ne publie mon premier livre qu'à l'âge de 36 ans? Je veux dire, quand même, j'aurais pu écrire avant. Et, euh, et donc, je me suis posé la question. Je me suis rendu compte que le fait que mon père écrivait de son vivant, Hmm. même s'il n'a pas eu une carrière d'écrivain, parce que encore une fois, sa situation, sa position sociale ne lui permettait pas à l'époque, euh, il était là et il écrivait. Et non seulement il écrivait, mais il partageait avec moi. Euh, nous sommes 3 garçons, mais je suis le seul à avoir ce profil littéraire. C'est-à-dire que mes frères sont dans vraiment autre chose. Ok. Et donc forcément, c'est avec moi qu'il partageait ses écrits. Et il avait besoin de retour parce que lui avait fait des études en droit et non pas en lettres. Et moi, j'avais fait des études en lettres, donc j'avais ce regard un peu de critique littéraire. Et, et je pense que ce qui s'est passé, c'est que je devais très certainement porter en moi l'écriture, mais le fait qu'il y avait mon père qui écrivait, je pense qu'indirectement, je devais avoir cette crainte de rivaliser avec le père. Hmm. Alors quand je dis rivaliser, ça peut vouloir dire, bon, rivaliser, c'est déjà C'est faire assez face fort. Ouais. ou même faire mieux. Parce qu'en fait, ce qui est le plus difficile, c'est pas de faire moins bien que son père, c'est de faire mieux. Moi, ce qui m'intimidait, c'était plus ça. C'était pas l'idée que de ne pas arriver, de ne pas être à la hauteur du père, par exemple, de ses écrits. Euh, me connaissant, franchement, je pense que ce qui m'empêchait d'écrire, c'était l'idée que je puisse finalement, moi, lui faire de l'ombre, quoi. Hmm, hmm. Et, Ce qui serait difficile à assumer. Ça, c'est super intéressant parce que dans la vie, on a souvent en fait, des petits blocages inconscients. On s'en rend pas forcément compte et c'est le fait de débloquer ces blocages-là qui permet de faire ce que l'on aime et enfin, de s'exprimer tout simplement. Et des fois, ça peut prendre du temps et des fois, Oui, il nous faut un déclic pour que le déblocage se fasse. Des fois, c'est un déclic qui se fait de manière fortuite et des fois, c'est intéressant aussi de le provoquer, c'est-à-dire en regardant à oui, l'intérieur de soi, en se posant les questions, en se disant, voilà, pourquoi je sens que j'ai envie de faire telle chose, mais je sais pas pourquoi, j'ai un peu peur, etc. Ça, c'est aussi quelque chose de super oui. important sur lequel je me retrouve sur d'autres sujets. Et dans mon cas, le déclic, en fait, il s'est fait, Hmm, j'allais dire tout naturellement, avec le décès de mon père. hmm, hmm, Parce que hmm. c'est quand même, c'est quand même enfin, pour moi, c'est pas une coïncidence, quoi. Que le décès de mon père euh, déclenche mon écriture, quoi. Hmm, 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 À mon avis, il y a quelque chose enfin, il y a un lien. hmm, C'est pas possible. hmm, hmm. Alors, d'une part, même si j'aime pas beaucoup cette expression, mais je dirais que d'une certaine façon, sa mort m'a libéré. Hmm. Mais, mais en même temps, c'est aussi en tout cas, je le vis comme ça, c'est presque une revanche, en fait. C'est-à-dire que mon écriture est une revanche sur la mort. La mort qui m'a pris mon père. Mon père qui, non seulement écrivait, mais qui n'a pas malheureusement pu publier Ça, tous ses écrits. et ça, par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il écrivait des romans, Oui, un peu de tout. un peu de tout, mais Oui. qu'il ne voulait pas, enfin, qu'il n'allait pas vraiment partager, comme vous l'avez dit, Sauf le premier, sauf le un premier. seul roman. Ouais, Hmm, un seul. hmm. Ok. Et donc pour moi, quand j'écris, et aujourd'hui encore, hein, c'est-à-dire que là,
j'ai remis mon 11e livre à l'éditeur. Bon, je parle pas des livres graphiques, hein, je parle juste. Encore aujourd'hui, quand je me mets devant mon bureau pour écrire, je sens la présence de mon père. En fait, là, voilà, là, je suis devant mon bureau. D'ailleurs, j'écris généralement sur ce bureau-là, et je sens la présence de mon père derrière moi. En fait, il jette un coup d'œil par-dessus mon épaule et il regarde mon écran, parce que moi, j'écris directement sur ordinateur. Et je sens vraiment cette présence. Il est toujours là. Et j'ai l'impression que j'écris pour deux. C'est une présence qui est très, très rassurante. Ce qui explique peut-être pourquoi je n'écris pas, contrairement à pas mal d'écrivains que j'ai rencontrés et avec lesquels j'ai partagé. On entend souvent dire qu'on écrit dans la douleur, dans la souffrance, voilà, etc. C'est pas du tout mon cas. Mais ça n'a jamais été le cas, même lorsque j'ai écrit des livres comme C'est beau la guerre, qui sont pas forcément très joyeux. Je veux dire, c'est la guerre, c'est la problématique des réfugiés de guerre, ou bien un livre comme Oussama mon amour qui traite du terrorisme. Et pourtant, voilà, c'est vraiment, j'écris avec beaucoup de plaisir, et je pense que c'est le fait de pouvoir, d'une certaine façon, entre guillemets, à chaque fois que je suis en position d'écriture, en situation d'écriture, eh ben, je ressuscite mon père. Voilà. Ok. Et je voulais juste continuer par rapport à cette idée de raison d'écrire. Est-ce que quand on écrit un roman, il y a des messages qu'on veut faire passer systématiquement, il y a des thématiques qui nous plaisent plus que d'autres qu'on souhaite aborder. Est-ce que c'est aussi une des raisons aussi principales de l'écriture pour vous, pour certains romans? Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a effectivement des messages qu'on veut faire passer, mais il y a aussi le plaisir des mots, des belles phrases, etc. Est-ce que c'est ce que vous avez aussi en tête quand vous écrivez, c'est-à-dire la stylistique que vous enseignez d'ailleurs, le style des phrases, mais également le faire passer un message qui nous tient à cœur et qu'on souhaite faire passer à travers un roman? Alors, pour répondre à cette question, de façon générale, moi je colle très souvent à l'actualité. C'est-à-dire, parce qu'il y a plusieurs sortes d'écrivains. Il y a des écrivains qui vont faire des romans historiques ou de science-fiction, ou des romans policiers, etc., etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en fait le monde dans lequel je vis. Voilà. C'est-à-dire finalement toutes ces problématiques dont on entend souvent parler, que l'on voit un petit peu dans les médias, à savoir les clandestins, les réfugiés de guerre, toutes sortes de conflits, le terrorisme, le radicalisme, oui, c'est-à-dire tous ces sujets finalement traités par les médias. Et moi, ce que je cherche à faire, c'est de proposer un traitement alternatif en fait au traitement médiatique. Les médias, évidemment, par la force des choses, ils vont à l'essentiel, même si l'essentiel, c'est pas le terme. Souvent, à mon avis, il manque l'essentiel, justement. Quand je dis ils vont à l'essentiel, c'est-à-dire que, je ne sais pas, si on parle d'un acte, d'un attentat, par exemple, terroriste, personnellement, et je ne crois pas me tromper, je n'ai jamais vu de médias s'intéresser aux parents d'un terroriste, de quelqu'un qui a commis l'irréparable, qui s'est fait exploser. Moi, c'est le genre de question que je me pose dans Oussama mon amour. Je donne la parole à un père, parce que j'ai envie, voilà, je me dis, c'est quand même incroyable, parce que ces gens-là, évidemment, ils mettent pas au parfum leurs parents,
Ils vont pas dire papa, je vais aller pas du tout. Donc, j'imagine un père qui voit la police débarquer, qui n'imagine pas une seconde qu'ils viennent chez lui. Et donc, du coup, c'est des spéculations. Il pense aux voisins qui sont un peu louches, il pense à ceci, à cela. Il peut pas imaginer. Et puis après, le regard qu'on porte sur ces gens-là qui ont enfanté le diable. Et là, je pose d'autres questions. Est-ce qu'on est responsable finalement des actes de notre progéniture? Ça aussi, c'est des... Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, vraiment poser un certain nombre de questions, essayer, pas forcément d'y répondre, mais en tout cas, donner à réfléchir sur un certain nombre de choses qu'on n'a pas du tout dans la couverture médiatique de tous ces problèmes-là. Absolument pas. Absolument pas. Et donc, alors, ce qui manque, c'est quoi finalement? C'est la dimension humaine. Lorsque j'ai écrit mon deuxième roman, Les Clandestins, je l'ai publié en 2000. Donc, j'ai dû l'écrire 2 ans avant, oui, facilement. Donc, je l'ai publié en 2000. Pour bien comprendre un peu ce que je suis en train d'expliquer, il faut revenir à la genèse de ce roman. Comment m'est venue l'idée? J'étais tombé sur un article dans la presse marocaine. C'était quasiment un fait divers. Vraiment une rubrique fait divers dans laquelle on disait que dans une petite plage au nord du Maroc, on avait retrouvé des corps, donc, qui ont été rejetés du côté marocain. Et on a trouvé un certain nombre de corps, etc. C'était des candidats, évidemment, à l'immigration, etc., etc. Et ce qui m'avait surpris, c'est plus que ça. Ce qui m'avait choqué dans le traitement que ce journaliste faisait de cette information, c'est qu'il en parlait en termes, je dirais, statistiques. Alors, on a retrouvé 13 corps. Si on rajoute ces 13 corps à tous ceux qu'on a repêchés du côté espagnol et du côté marocain depuis le début de l'année, en fait, il faisait une espèce de... Voilà. Enfin, c'était... Et moi, ça m'avait choqué. Je me suis dit, mais c'est pas des chiffres. C'est des individus, c'est des êtres humains avec des désirs, avec une ambition, avec un rêve, avec des gens qu'ils ont laissés derrière eux, avec une maman, avec une fiancée, avec... Et c'est là où j'ai écrit ce livre, où j'ai utilisé une forme polyphonique. Donc je ne sais plus, j'ai plus de 20 narrateurs à la première personne, parce que je redonne la voix justement à ces corps qu'on a retrouvés. Donc chacun va nous raconter son histoire, qui a fait qu'il se retrouve là. Et en même temps, j'ai donné la parole à la maman, j'ai donné la parole à la fiancée, j'ai donné la parole, etc., etc. Voilà, donc restituer en quelque sorte cette dimension humaine. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Toujours des sujets assez durs quand même, dans la société, des sujets un peu compliqués, qui font de la peine, etc. C'est des sujets sur lesquels vous souhaitez jeter un nouveau regard, ou en tout cas un regard plus humain à travers le roman. Sachant que moi, la question que je m'étais posée, c'était que le roman, c'est aussi une manière détournée de parler d'un sujet, parce que on peut écrire un essai ou un écrit philosophique sur une thématique donnée sans passer par l'intermédiaire de personnages, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous plaît également ou pas? Parce que si on veut proposer une réflexion sur un sujet, on n'est pas finalement obligé de passer par un roman, on n'est pas obligé de passer par des personnages, on n'est pas obligé de passer par une histoire. Alors, c'est quoi l'idée aussi de passer par une histoire? Peut-être que les lecteurs peut-être se reconnaissent peut-être plus à travers les faits et gestes des personnages, etc. C'est peut-être aussi un peu plus divertissant, j'imagine, que lire un traité philosophique sur un sujet qui ramène des réponses vraiment très factuelles, très terre à terre. Du coup, il y a aussi ce côté divertissement, peut-être, ce côté divertissement. Alors, moi, évidemment, j'ai les deux casquettes, puisque je suis universitaire, donc forcément,
d'une certaine façon essayiste aussi, parce que lorsque je publie sur, par exemple, je ne sais pas moi, les e-révolutions dans le monde arabe et comment les réseaux sociaux ont contribué, etc., etc. Bon, là, je suis dans l'essai, je suis dans l'article universitaire, académique, etc. Donc moi, je goûte aux deux, d'une certaine façon. Et alors, ça n'engage que moi-même, hein, mais j'imagine que la question, évidemment, c'est de savoir un petit peu le ressenti, qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on écrit l'un et l'autre. Moi, ayant la possibilité, justement, de par à la fois mon métier de professeur universitaire et mon profil d'écrivain, je trouve que l'écriture de création, qui peut être par ailleurs évidemment une écriture engagée, hein, c'est un travail qui est beaucoup plus complet. Et j'ajouterais même beaucoup plus exigeant. C'est étonnant hein, de dire quelque chose comme ça, surtout à des universitaires, parce qu'on pense que le travail académique, il n'y a pas plus, le travail de recherche, il n'y a pas plus exigeant, quoi. Mais alors, tout simplement parce que, en ce qui me concerne, avant d'entamer mes romans, je passe systématiquement par un travail de recherche. Systématiquement. C'est-à-dire que avant d'écrire, par exemple, C'est beau la guerre, alors c'est un livre en 4 parties. La première partie, c'est vraiment la guerre. Fort heureusement, je n'ai jamais connu la guerre. Moi, je n'ai pas vécu la guerre. Mais mon lecteur, ma lectrice, ils doivent pouvoir s'imaginer vraiment en pleine guerre. Alors que l'auteur qui leur propose cette partie-là n'a jamais connu la guerre lui-même, si ce n'est à travers des films ou à travers des documentaires, etc. Donc, j'ai fait un travail de recherche, et à ce moment, vraiment, qui est l'équivalent d'un travail de recherche académique. Hein. Donc, j'ai plongé dans des témoignages de vétérans, mais vraiment, je suis allé jusqu'à la Première Guerre mondiale. Hein. Donc, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, les vétérans du Vietnam. J'ai fait aussi les Afghans, donc les vétérans de la guerre en Afghanistan, les Russes, hein, qui sont rentrés d'Afghanistan. Et il y a aussi des témoignages de mamans de vétérans. Surtout, j'ai trouvé un excellent livre sur justement les mamans qui témoignent de ces Afghans, donc de leurs enfants russes revenus d'Afghanistan. Et alors, donc il y a cet aspect vraiment recherche. Ça c'est extrêmement important parce que bon, sinon on n'arrive pas à cette vraisemblance. Parce que c'est ça hein, finalement. Pour créer l'empathie, il faut qu'il y ait une certaine vraisemblance. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse y croire. J'ai une question qui me vient en fait, que j'avais en tête depuis quelques temps, c'est quand on est écrivain, je pense que ce qui aide beaucoup aussi, c'est avoir vécu des choses, c'est l'expérience, c'est le vécu. Et c'est vrai que je pense que pour être un écrivain accompli, il faut aussi avoir vécu en fait. Parce que quand on pense à écrivain, c'est souvent un métier assez solitaire, on est face à son écran d'ordinateur, etc. Mais ce qui donne peut-être du poids à l'histoire qui est racontée, c'est d'avoir vécu concrètement ce que l'on raconte. Après, ça dépend des thématiques, etc. Mais je pense que l'essentiel, c'est super important de partir à l'aventure en fait dans la vie et de faire des choses nouvelles, de découvrir des choses nouvelles, etc. Je pense que ça donne beaucoup de profondeur et voilà de la vraisemblance à l'écrit. Parce que c'est une partie de l'équation, je pense, de lire des choses, de se documenter, etc. Bien sûr, après, bon, pour la guerre, on n'est pas obligé d'aller dans un pays en guerre, etc. C'est un peu trop extrême. Mais pour d'autres sujets, etc., peut-être pour l'amour, être tombé amoureux, avoir vécu une relation amoureuse, ça aide, je pense, beaucoup dans la façon dans laquelle on écrit, etc. Ou l'amitié, ou des sujets plus
plus, on va dire, moins dur, comme l'amitié, ce genre de choses. Je pense que ça aide beaucoup de... J'ai fait un livre comme ça. J'ai fait. Alors, ce roman, c'est Amour nomade. Hmm. Voilà. Ça, c'est bon, l'histoire d'un amour, on va dire impossible, mais vécu tout de même. Alors, c'est ça le paradoxe dans ce livre. C'était un petit peu le défi que je m'étais lancé, c'est-à-dire comment deux personnes qui se retrouvent dans un même espace, dans un même lieu, à savoir à Riyad, pour des raisons différentes. La jeune femme y est née, carrément. Elle est née dans ce Riyad qu'elle n'a jamais quitté de sa vie, à cause de sa beauté extrême. Ok. Et un jeune homme qui va venir du désert, du sud, et pour une question de survie, va se retrouver justement dans une impasse à Marrakech. Il pousse une porte d'un riad, ce fameux riad, et lui, il va être recueilli par quelqu'un, un vieil homme, dans ce riad, et qui... Bon, c'est toute une histoire, hein, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais disons que puisqu'il est justement accueilli, il se doit de respecter en quelque sorte, voilà, sauf qu'il y a cette jeune femme qu'il va rencontrer avec les yeux uniquement, puisque lui, il est à l'étage, et elle a pour habitude de danser une espèce de danse un peu à la derviche, et un regard rencontre l'autre, et c'est l'amour fou, mais sans jamais pouvoir se parler ni se toucher. Ça, c'est typiquement, c'est un livre dont que je vois bien être adapté au cinéma. Absolument. Ça c'est aussi super beau quand on écrit un roman et ensuite qu'on le donne vie à travers une série ou un film. Franchement, ouais. c'est super beau. Ça serait, je le vois très bien. Je le vois très bien, ce livre, parce qu'il y a beaucoup de réalisme magique. J'ai utilisé du réalisme magique. C'est-à-dire que dans le Riad, dans le patio, il y a un arbre. D'où le terme de Riad, hein, parce que Riad, ça veut dire jardin en arabe. Et ce vieillard est donc adossé à l'arbre. Et c'est un arbre qui est particulier parce qu'il ne donne jamais les mêmes fruits. Un arbre très capricieux. Et en fait, j'ai revisité un mythe qui existe déjà, mais je l'ai transformé à ma façon, en fait. J'ai créé un mythe à partir d'un mythe. Le mythe original, c'est celui de Youssef ibn Tashfin, conquérant, etc., qui va ramener un roi décadent d'Andalousie, etc. Et lorsqu'il le ramène à Marrakech d'antan, il est avec ses guerriers, et ils ont des lances qu'ils vont planter un peu partout. Ils plantent leurs lances, et ils s'assoient, et ils mangent des dattes. Et ils jettent les noyaux roulent et tombent en fait dans les trous qu'ont fait leurs lances. Et c'est ça le mythe c'est ça la légende de la palmeraie de Marrakech. La palmeraie de Marrakech serait née comme ça. Ah, ok. C'est une légende, hein. Voilà. Moi, j'ai revisité ça parce que j'ai imaginé que ce roi décadent qui était avec eux, lui, venant d'Espagne, d'Andalousie, avait ramené des fruits exotiques. Donc, il avait toutes sortes de fruits. Il n'avait pas que des dattes. Et il mangeait. Et tous les noyaux et pépins de ces fruits-là tombaient dans le même trou. Et en fait, c'est l'arbre de mon histoire. C'est pour ça que mon arbre ne donne jamais en fait les mêmes fruits. Voilà. Bon, ok, ça marche. Un petit peu revisité tout ça. Ça marche. J'avais une question. Est-ce que les maisons d'édition sont des fois en contact avec les producteurs de cinéma, ou ça se passe comment? Ou en fait, ça dépend de la notoriété du roman, etc. Ça dépend de... Voilà. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la notoriété du roman. Quand je dis notoriété, c'est-à-dire succès commercial, surtout. Voilà, c'est-à-dire c'est les ventes. Hein. Ça dépend aussi de la maison d'édition. Hein.
lorsque vous parlez des très très grosses maisons d'édition, elles ont effectivement les moyens de, voilà, ils ont Des des moyens contacts, ouais, de, voilà, pour lancer le exactement. sujet, pour lancer le sujet. Parfois pour proposer des romans ou voilà. Alors après, c'est vrai que c'est beaucoup. Dans mon cas, en tout cas, moi j'ai quelques livres que je vois très très bien. En Qui film. marcheraient. En Ah film, oui, ouais. oui, très 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 bien. Après, il y a aussi le Mais cinéma ouais. indépendant où il n'y a pas forcément besoin d'un budget colossal Oui, non plus hein, pour réaliser des films. Ça peut être, c'est une œuvre artistique de 1h30 qui peut nécessiter un budget tout à fait accessible. Après, surtout il faut trouver les maisons de Am- production, etc. Amour nomade, c'est un riad et c'est un huis clos. Ouais, si l'histoire se déroule en plus dans un seul endroit, Ouais. ça peut faciliter les choses. Ouais. Mm. C'est-à-dire que la première, au début, c'est dans le désert. Voilà, c'est juste le personnage principal qui s'appelle Teshfin d'ailleurs, parce que c'est l'histoire de Teshfin et Yasmine. Donc Teshfin, voilà, qui est là, qui est initié à l'écriture et tout, et tout, et tout, et tout. Et puis après, il y a une sécheresse. On lui donne de quoi survivre. Il va vers le nord et voilà. C'est pas très compliqué. Hein. On filme quelques scènes dans le désert et puis après, c'est un huis clos Mm, mm, dans, mm, dans un seul et même lieu. Hein. mm, Et comme vous dites, ça pourrait être effectivement un film à vraiment un petit budget. Hein. mm, mm. C'est intéressant, je trouve, moi, quand on fait un film à partir d'un roman, parce que c'est la même histoire, mais c'est enfin une histoire plus ou moins similaire, mais on a une façon de regarder l'histoire qui est différente. C'est-à-dire que là on a on peut rajouter de la musique, là on a de la Ouais, photographie, on a des bien vidéos. Du sûr. coup c'est vraiment un complément intéressant. Moi je lis souvent des livres et ensuite je regarde les films au cinéma ou bien réciproquement. Pour moi il y a un complément assez intéressant. Pour compléter ce que je suis en train de dire, ce roman Amour nomade, euh, lorsque je l'ai publié, j'ai publié euh, à la suite de ce roman, donc dans le même livre, hein, mais donc on termine l'histoire, hein, il y a la fin de l'histoire, et on tombe sur des bonus. J'ai mis 4 bonus, comme sur les DVD. Ok, Ça s'appelle d'ailleurs bonus tracks. Donc j'ai ok. appelé ça bonus track 1, 2, 3, Ah, 4. de la musique? Non, 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 pas du Non. tout. C'est des textes. Et en Ok. fait, alors, ce que j'ai fait, c'est vraiment comme dans les DVD. C'est-à-dire que j'ai mis des passages que j'ai coupés, en fait, qui n'existent pas sur le roman. Et vraiment comme sur les DVD. Ok, Parfois, ils mettent des en scènes audio qui. quoi, ouais, Ouais, comme Audible, en ouais. texte. Ouais, Ouais. donc j'ai ça. J'ai un. Alors, le quatrième, ça s'appelle YAE. Ce sont mes initiales. Mm. YAE s'entretient avec l'auteur. Et en fait, c'est un entretien, comme on peut avoir l'entretien avec un réalisateur, c'est un entretien, c'est un auto-entretien. Donc c'est on a YAE qui pose la question et l'auteur qui répond. Bon, c'est un long entretien, hein, le quatrième bonus. Alors j'ai ça par exemple. J'ai même fait un. Là, je me suis amusé. Hein. J'ai fait ce que j'ai appelé un chapitre en kit à monter par le lecteur. Ah, ça Voilà, correspond à un chapitre en chapitre kit. en kit à monter. Vraiment, c'est du Ikea, quoi. À monter par le lecteur. Et donc, on a des petits. C'est un peu comme les prospectus qu'on peut avoir quand on achète un meuble d'Ikea, etc. Où on a des petits signes, etc. Il faut monter ça dans ça. Et donc, moi, je donne des. En fait, c'est des phrases, quoi. C'est des bribes. Et qu'on peut monter. Mm, Voilà. mm, Il y a un petit aspect ludique comme ça. mm. Ça, je l'ai fait. Hein. C'est vrai que Mm. ouais, un livre c'est un produit physique et un produit physique on peut essayer voilà, d'avoir des images, des compléments intéressants qui vont en plus de l'histoire. Absolument. Et, Absolument. et là aujourd'hui il y a quand même de plus en plus de personnes qui regardent les e-books. Je sais pas si de votre côté vous le ressentez un peu les formats numériques, vous le ressentez Ah oui, aussi, ouais. bah, Avec les liseuses électroniques, ouais. voilà. Et ce qu'il y a, c'est que quand on vit
dans nos pays, il faut bien le dire, c'est très pratique. Mm. Et surtout quand on est... Enfin, je lis beaucoup en français, évidemment, mais je lis aussi beaucoup en anglais. Et des livres en anglais au Maroc, on n'en trouve pas. Donc, moi, c'est vraiment c'est extraordinaire. C'est-à-dire que je rentre, j'ai mon compte qui est déjà là, je découvre un livre qui vient de sortir, que ce soit un livre académique pour mon travail, que ce soit une fiction Mm. qui vient de paraître aux États-Unis ou en Angleterre, je l'ai en un clic. Mm. Ouais, c'est super pratique. Ouais, c'est super Et ça pratique. vraiment, on peut même pas dire que voilà qu'on ait le choix et qu'on voilà, on n'a pas le choix en fait. C'est soit le lire en version comme ça, numérique, ou pas du tout. Mm. Donc, Mm. moi, je suis bien content d'avoir cette possibilité. Mm. Mm. Ok. Et j'avais une question aussi en tête par rapport à vos influences littéraires. Quels sont les auteurs qui vous ont le plus marqué, ou bien les auteurs qui vous plaisent le plus, que ce soit la littérature voilà, au Maroc, ou la littérature française, la littérature américaine, Mmh. ou voilà, de tout horizon. Oui, oui. Euh, alors, évidemment, moi, je suis passé par les classiques, français d'abord, hein, bien Ok, sûr, à l'école. lesquels du Au coup, lycée, quels sont vos préférés en classique français? classique. Moi, j'aime beaucoup Zola. Zola, ok. Non, ouais. Parce que j'aime bien, moi, tout le regard sociologique. Ouais, j'aime bien ça. Mm, Naturalisme. mm. Et puis, c'est une période charnière en plus. C'est-à-dire, c'est toujours très intéressant, ces périodes de transition, en fait, d'une ère à l'autre, que ce soit l'ère industrielle. Et puis, l'ère aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, c'est absolument exceptionnel, hein. Ce que nous vivons. En termes justement de technologique, de moyens de communication, ces réseaux sociaux, euh, Oui, oui, ça. forcément, il va y avoir l'émergence de nouvelles formes et de nouveaux genres littéraires. Moi, j'en suis persuadé. Mm, C'est-à-dire que je ne peux pas imaginer une seconde que toutes ces nouvelles technologies et ces moyens de communication, je parle vraiment ce qu'on appelle les digital natives, vraiment des gens qui sont nés dedans, mm. pas comme moi. Moi, j'y suis évidemment parce que ça m'intéresse, mais moi, je suis un migrant. Moi, j'ai migré vers ça. Ouais. Je suis pas né dans ça. Mais les gens qui sont nés là-dedans, forcément, il va y avoir parmi eux des écrivains, forcément. Mais ces écrivains ne vont pas écrire de la même façon. Ces gens-là ils vont inventer de nouveaux genres, des genres. C'est-à-dire que, comme on parle de la nouvelle, le roman, le théâtre, la poésie, je ne peux pas encore donner de nom, hein. Mm, Aujourd'hui, on mm. parle de twitterature, mais bon, Ah, ça reste un peu anecdotique. Mais ce que je veux dire, moi, je suis persuadé qu'il y a des genres nouveaux qui vont venir et des genres qu'on pourra lire justement avec de nouveaux outils. C'est-à-dire que on va pouvoir avoir de la littérature, alors pas uniquement ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire acheter un livre audio, quelqu'un qui vous lit un roman. Bon, ça ça existe déjà et ça, moi je trouve pas ça révolutionnaire, franchement. Ça n'a rien d'extraordinaire. Non, non, moi je pense vraiment à des livres interactifs, c'est-à-dire vraiment des choses qu'on pourra ressentir, des choses qu'on pourra toucher, des choses qu'on pourra sur lesquelles on pourra peut-être avoir un impact soi-même, on pourra interagir, on pourra peut-être changer ce qu'on appelle le plot, c'est-à-dire, oui, d'une certaine façon, hein, mm, mm. changer l'intrigue, ou changer un élément, ou remplacer un personnage qui fera que
Ah, ben plus ça de ira liberté, ailleurs. oui, c'est vrai que c'est intéressant. Ça peut être Que le, l'histoire ira ailleurs, hein. Ça peut C'est être ça. des liseuses électroniques, voilà, 2.0, avec des Ouais, fonctionnalités où on peut interagir avec l'histoire, etc. On peut se plonger plus dans l'histoire avec voilà, moi, je- de la musique. Mais j'y ai pensé pendant un certain temps, de la musique ou voilà, des vidéos entre deux chapitres. Voilà, ouais. de, de Ouais, Sky is the limit, ouais. ça c'est simple. S'il y a une start-up qui veut tester ça, moi je suis le premier, hein. C'est Ça vrai. m'intéresse. Ah oui, ça Ah, m'intéresse ok. énormément. Ah, vraiment, ouais, Et même d'écrire pour ce genre de choses, hein. Parce hmm, que je disais que j'ai aussi un petit aspect, disons, conceptuel. Euh, je ne suis pas seulement un conteur. Je ne vais pas que raconter des histoires. hmm, Mais c'est toujours avec un concept. Et le concept, évidemment, il peut être aussi formel, hein. C'est-à-dire, ça peut être. Je réfléchis beaucoup sur un concept. Alors, je vais donner un exemple. Lorsque je voulais écrire sur les révolutions du monde arabe, j'ai fait un livre que j'ai intitulé Drôle de printemps. Et, et je voulais absolument trouver une forme qui puisse convenir conceptuellement à, à ce phénomène, c'est-à-dire finalement à ce qui s'est passé. C'est ce qui m'a pris le plus de temps, hein. Ça a dû me prendre au moins 6 mois, juste de réflexion, hein. hmm, C'est-à-dire hmm. que j'ai le contenu, j'ai fait ma recherche sur les, j'ai lu énormément de livres sur aussi bien Kadhafi que, enfin tout, voilà. Tahrir, enfin la place Tahrir, les révolutions, etc. En Tunisie. Et après, je me disais, mais moi, je veux pas faire un roman comme ça linéaire parce que je veux quelque chose qui puisse me permettre d'aller, en fait, ben, d'un pays à l'autre déjà. Parce que quand on parle de ces révolutions-là, du printemps entre guillemets arabe, on ne parle pas d'un seul pays. Moi, j'ai pas envie de situer ça uniquement quelque part. J'ai envie que ça se passe un peu. Voilà. Et finalement, j'ai développé une formule, un concept narratif qui est le suivant. C'est que j'ai raconté ce livre en 330 micro-récits. Donc, quand on prend le livre, Drôle de printemps, c'est 330 micro-récits. Donc, entre chaque récit, il y a un blanc, donc on comprend qu'on passe à autre chose. Ok. Et ils sont tous. Donc, il n'y a pas de chapitre, c'est vraiment 330, comme ça, micro-récits. Les 330 micro-récits sont racontés à la première personne, donc c'est toujours quelqu'un qui dit je. Forcément, on ne connaît pas son nom, puisque c'est la personne qui parle. Et la particularité, c'est que ces 330 récits constituent les maillons, chacun un maillon d'une même chaîne. Donc, je commence par le premier, et c'est le premier récit qui va me faire basculer dans le second, et le second dans le troisième, et le troisième dans le quatrième. Ils sont tous liés. Je donne un exemple. Imaginons que mon premier récit, hein, ça c'est l'ouverture du livre, ce soir, il est 17h05, nous sommes samedi je sais pas quoi, je suis en visioconférence avec mon ami Badr, Exact. etc., etc., etc. Alors ça, c'est, par exemple, le récit qui va suivre, Hmm. c'est toi qui vas prendre le relais. C'est-à-dire, toi, tu vas dire, voilà. Moi, je vais dire, Mais mais toujours toi, dans par la exemple, continuité, ouais. tu vas regarder, tu sais quoi, par exemple. Enfin, vas-y, hein, tu peux y aller. Mais toujours dans la Parce que, continuité de ce que tu as dit, mais du coup, pas pas forcément. forcément, parce que après toi, tu vas initier le récit suivant. Donc, Ok, tu vois ce que je veux dire? bah, ok. Je pars dans un parc pour regarder le joli temps et les jolies filles. C'est le, Oui. par exemple. Mais il faut que tu fasses, mais il faut qu'on ait un lien. C'est-à-dire, moi, j'ai dit que tu es là. Ah, Forcément, tu vas faire allusion à moi d'une manière. Par exemple, tu peux dire, alors je garde ton idée, hein, mais tu vas dire, euh,
Bon, Suite oui, à on a une discussion intéressante. suite à une discussion avec Youssouf, je suis sorti de l'appartement, voilà, pour aller au parc, par exemple. Oui, ou tu pourras dire tout simplement, oui, on a cet échange intéressant, mais qui dure plus que prévu. J'espère au moins que Marie, hein, je vais choisir un prénom comme ça, ne m'en voudra pas Ok, d'avoir. ensuite c'est Marie qui prend la. Ouais. Et voilà, Marie qui va être au parc en train d'attendre et se dire, je me demande qu'est-ce qu'il fout, il Oui, m'avait dit qu'il je viendrait à vois. telle heure, etc. Mais sauf que moi, qu'est-ce que ça m'a permis? Ça m'a permis, en fait, d'un récit à l'autre, on peut passer d'un pays à l'autre facilement. Hmm. C'est-à-dire que de l'un à l'autre, et donc j'ai balayé en fait toute la région comme ça, et je passais aussi de la sphère intime à la sphère privée, à la sphère publique, du politique au social, à l'économique, voilà. Hmm. Oui, ça permet d'avoir beaucoup de personnages et l'intériorité de plusieurs personnages Exactement. et d'être efficace. Et, Ça et aussi, l'idée c'est m'est intéressant. venue, en fait, l'idée elle m'est venue comment? L'idée elle m'est venue en regardant ces images de la place Tahrir. Hmm. Alors, si vous vous souvenez, on avait toujours une vue, enfin, souvent, de loin, on voyait une masse. Une masse. Alors, il n'y avait pas beaucoup de blonds, hein, donc c'est plutôt des cheveux bruns. Donc, on voit une Ouais. masse comme ça de personnes. Et moi, Oui, chaque personne a son vécu, c'est intéressant de regarder les exactement. Et moi, perspectives, la question etc. que je m'étais posée, je m'étais dit, si je pouvais, Mais, par ricochet, mais il y a des romans comme entrer dans la. ça où chaque Ouais, chapitre c'est un personnage à la première personne. Et ouais, alors, je sais pas, il y a un roman avec voilà une quinzaine de personnages principaux et chaque chapitre c'est vraiment l'intériorité et ce que voilà. réalise le personnage pendant une certaine période de temps. Ouais, Oui, c'est absolument. super intéressant. C'est surtout ce qui est intéressant, je pense, c'est l'intériorité. Vraiment avoir les Oui, émotions et les pensées mais oui, des différents mais oui. personnages. Et des fois, ça peut être un peu confus quand on lit des romans où on passe d'un personnage à un autre, etc. On ne sait pas est-ce que c'est l'auteur qui pense ça ou est-ce que c'est vraiment ce que Ouais. le personnage pense, etc. Alors que lorsqu'on est plongé directement. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime aussi dans les films et les séries. Dans les Mhm, films et les séries, mhm. quand on a les voice-over, les Oui, voix oui, en plus, oui, oui, ce bien qu'on sûr, a à les bien sûr. penser, franchement, c'est super top. Mais du coup, par rapport à ma Ouais. question, vous parliez de Zola et d'autres auteurs. Ah oui, oui, alors bien sûr. Moi, j'ai beaucoup Maintenant, aimé Au bonheur des dames. Je crois que c'est Zola, on est d'accord, hein, Au bonheur des dames. Euh, c'est bien Zola hein, qui l'a écrit. Franchement, c'était un de ouais. mes livres préférés, je pense. Hein. Il est assez bien écrit, il est super bien Euh, écrit. Maintenant qu'on a Zo- parlé de cette idée de la conscience du personnage, etc., Hmm, etc., moi, ça me fait penser à William Faulkner. William Parce Faulkner. que, Ok. parce que Faulkner, c'est lui qui a initié tout ça. Le stream of consciousness, c'est-à-dire que le flux de la conscience, il va, le personnage parle, mais le personnage, alors l'auteur, c'est-à-dire Faulkner, va le faire parler. Il est là, il parle de ce qu'il voit, et puis et puis il y a une idée. C'est ce qui nous arrive dans la réalité. Dans la réalité, on n'est pas linéaire, on n'est jamais linéaire. C'est-à-dire qu'on est là, et puis en même temps, même en m'écoutant là tout de suite, je suis sûr qu'il y a quelque chose, qu'il y a des idées enfin, des Après, choses qui ont dû. Après, le moine bouddhiste, il est plus à même à rester Oui, bon, concentré, et tout le monde peut développer cette concentration. C'est vrai que l'art d'écouter, c'est en fait ne pas trop penser, ne pas du tout penser, et se voilà. concentrer uniquement sur les mots. Et Faulkner avait décidé de, enfin, il avait expérimenté, hein, c'était ce qu'il a appelé stream of consciousness, c'est-à-dire d'intégrer tout ça à la fois. Et c'est déroutant quand on lit, mais moi je suis un fan hein, de William Faulkner. Ok. Sans oublier que c'est quand même lui qui a aussi introduit la polyphonie, c'est-à-dire que quand il écrit Tandis que j'agonise, Azaledain, c'est 15 narrateurs à la première personne. Hmm, hmm. 15. Ok. C'est 15 points de vue différents. Euh, ce que j'ai fait, par exemple, dans Oussama Mon Amour. Bon, Oussama Mon Amour, j'ai quatre personnages, 4 voix. Voilà. Lui, il en a fait 15. Ok. 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 Les, Alors, les cinq. Non. je rajouterai Gabriel Garcia Marquez. Hein.
Ah oui, Gabriel Garcia Marquez. Ah Le oui, parce que général in the dans Labyrinth. dans son labyrinthe, oui, Gén- ça c'est. Et puis 100 ans de solitude, bien sûr. ok. Et l'amour au temps du choléra. Tout ça, c'est des romans de Gabriel Garcia Marquez, hein. Tout ça. Et l'automne du patriarche. Ok, Moi, c'est mon préféré, hein, l'automne du patriarche. ok, Alors moi, j'ai lu tout Marquez. Voilà. ok. Sans exception. Marquez, Donc, vous recommandez absolument. J'ai lu aucun roman de Marquez. ah non, non, mais Marquez, il faut lire, hein. C'est vrai. Marquez, c'est. Moi, c'est Après, vraiment. il y a tellement de Je livres. suis un fan absolu de Marquez. Ok, J'ai ok, tout lu, moi, Marquez. ok. Ok. Il y a d'autres romans qui vous viennent là, qui constituent vos romans préférés ou pas? Oh, il y en a tellement. Mais J'aime. si vous Alors, devez encore en j'aime. donner cinq, pas forcément de Gabriel Garcia Marquez, mais Oui. Moi, souvent, c'est pas des romans, c'est des auteurs. ok, C'est-à-dire que quand j'aime un auteur, généralement, je lis tout de l'auteur, voilà. ok. Euh, j'ai beaucoup aimé Herta Müller. Herta Müller, ok, Herta Müller. Elle est, elle est roumaine, avec un nom allemand, parce elle appartient à la minorité germanique en Roumanie. ok, Donc, elle écrivait, voilà. Donc, elle est de la minorité germanique. Et elle est prix Nobel, hein, il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, il y a 7, 8 ans peut-être. Prix Nobel de littérature. Euh, c'est une écriture très très exigeante, hein. hmm, Voilà, c'est pas des livres à mettre entre les mains de n'importe quel lecteur, hmm. Moi parce j'aime beaucoup, ouais. que voilà, Moi j'aime beaucoup c'est. les romans où il y a une écriture très poétique, comme Romain Gary. Romain Gary, il a une écriture très Alors poétique, je trouve. elle a une écriture poétique, hein. Ah, ok. Herta Müller, poétique, mais ça ressemble pas à Romain Gary, hein. Ok. C'est vraiment quelque chose de très particulier. Moi, c'est simple. J'ai commencé par lire euh, Le Renard. Alors, déjà avec les titres, Le Renard était déjà le chasseur. Voilà, ça donne une idée de la structure mentale de l'auteur déjà. J'ai commencé par lire Le Renard était déjà le chasseur et j'ai fini par lire finalement tous ses livres. Et les essais sont exceptionnels aussi. Exceptionnels. Évidemment, ça tourne beaucoup autour de l'époque de Ceausescu, donc la dictature en Roumanie, etc. Mais ça a une dimension universelle. Vraiment, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Mais il y a d'autres auteurs, hein, que j'aime, Hmm, hmm, bien sûr, forcément. hmm. Ok, ok. Et en littérature américaine, plutôt, parce que moi, j'ai pas trop Bon, lu moi la littérature américaine pour l'instant. J'ai lu à deux reprises, euh, comment ça s'appelle? The Catcher in the Rye. ah oui, bien sûr, Franchement, bien j'ai sûr. adoré. Franchement, c'est super Ah comment c'est vraiment. oui, mais vous l'avez lu en anglais, Oui, j'espère. oui, en anglais, ouais. Oui, en anglais. Parce qu'il est intraduisible, ce livre, C'est c'est pas vrai qu'en possible. français, je me suis dit, je vais peut-être essayer de le lire en français, mais en français, Mais c'est c'est bizarre. impossible. C'est bizarre, je crois. Ouais. J'ai lu Ouais, en ouais, anglais. ouais. Enfin, je sais qu'il a été traduit, mais franchement, bah, c'est comme Faulkner. Parce que moi, une fois, je suis tombé sur un Faulkner en français, en traduction. Oh, Hmm, hmm, c'est. Enfin, moi, j'ai trouvé le livre. C'est-à-dire, si je connaissais pas Faulkner hmm, dans sa version originale, j'aurais trouvé l'auteur complètement nul, quoi. hmm. Ouais, Faulkner, il faut lire en anglais aussi, hein. Ok. Oui, ça c'est. Comment il s'appelle? J.D. J'ai dit Salinger, ouais. Ouais, Salinger. Voilà. Salinger, franchement, c'était pas mal. Et ça, c'est un livre. C'est un grand classique, ça, ouais. Tout, Ouais. c'est Au lycée, on tous le lit. ouais, tous les lycéens américains lisent ce livre, Hmm, sans hmm, exception. hmm. Ouais, c'est un bon livre, ça. Moi, j'aime beaucoup aussi Jack London. J'ai lu pas mal de ses romans, Oui, Jack oui, London, bien sûr. parce il y a pas mal de ces histoires qui se déroulent dans la nature. La Et nature, comme j'aime toujours. beaucoup la Ouais, ouais. nature, Ah, c'est vraiment sympa. ouais, Euh, ouais, ouais. Ils en ont fait quelques films, d'ailleurs. exactement. Et Hmm. je les ai Le pas dernier, vus. c'est. The Call in Le the Wild, dernier hein, je crois que c'est l'appel de la le- forêt. L'Appel de la forêt, c'est sorti dernièrement, il n'y a pas longtemps, hein.
Il me semble, exactement, il Ah me ouais, semble. il n'y a pas longtemps. J'avais également une question là qui me vient, que je voulais vous poser. C'est par Mhm. rapport à quand on veut publier un livre, comment ça se passe par rapport aux maisons d'édition? Est-ce que voilà, quand on est un jeune auteur, on peut être amené à voilà essuyer des refus? Comment est-ce qu'on garde Oui. confiance aussi par rapport à sa passion, par rapport à l'envie d'être écrivain et comment ça se passe concrètement? Est-ce que des fois on doit aussi adapter un peu le roman aux attentes de la maison d'édition, etc. Comment ça Mhm. se passe par rapport à ce sujet-là? Oui. Alors, en règle générale, c'est pas facile hein, d'être publié, quoi. Hmm, En règle générale. C'est-à-dire que les éditeurs reçoivent vraiment une masse, que ce soit en France ou même au Maroc. Hein. Parce qu'on a l'impression qu'au Maroc, c'est plus cool, c'est plus facile, etc. Mais c'est pas vrai. Il y a beaucoup, beaucoup de. Enfin, les éditeurs reçoivent pas mal de manuscrits. Hein. Euh, alors après, dans mon cas, je ne peux parler que de mon cas de toute façon. Dans mon cas, comment ça s'est passé, c'est que je rentré de New York, donc une année plus tard, j'ai eu cette. En fait, j'ai littéralement, j'ai commencé à entendre une voix. C'était la voix du narrateur d'un Marocain à New York. Alors, je ne peux pas expliquer pourquoi, Vous avez, comment. vous Une étiez voix. dans, ok. Non, mais quand je dis Vous- une voix, c'est-à-dire que c'est une voix qui me raconte. C'est pas qui me racontait, qui me dictait carrément. Il y a des passages dans Un Marocain à New York que j'ai écrits sous la dictée. Je dis Mais bien la dictée. c'est une voix vraiment limpide ou c'est vous entendez Ouais. une voix qui n'est d'une personne qui n'est pas dans la qui n'est pas dans la chambre. Non, qui n'est pas dans la chambre, qui est dans ma tête Ok. et Et qui, qui n'est et pas qui vos me. pensées, qui n'est pas vous. C'est une voix Ben, différente de. Ok. C'est venu déjà, soudainement. déjà, déjà, C'est déjà venu. c'est quelqu'un qui a, parce qu'un Marocain à New York, c'est un livre qui est, bon, entre guillemets, drôle, quoi. C'est un livre qui est plein d'humour. Ok. Donc, bon, je dis toujours, parce qu'on m'a posé la question, évidemment, après la sortie du livre, on continue parfois à me la poser, on me dit, mais, waouh, vous avez beaucoup d'humour. Je dis, C'est pas c'est moi. pas moi, c'est. Non, mais c'est pas moi, c'est. C'est la personne Je qui m'a. rêve, je rêve d'avoir le sens de l'humour de mon personnage. Ah, vous étiez habité. Enfin, vraiment, le Marocain à New York, c'est vraiment un roman où vous étiez habité. Enfin, pas habité. Je sais pas. Ça, c'est un peu Parce que fort, mais. c'était le premier, c'est incroyable. Et en fait, c'est comme ça, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. C'est quelqu'un Parce que, qui vous soufflait les, les- ah non, les mots. oui, et qui m'obligeait, qui me disait, qui me dictait, c'est-à-dire, vas-y, vas-y. Et alors, il y a des choses, évidemment, où c'est moi qui devais écrire, mais il y a des passages, il y a vraiment des phrases entières, des passages Ou c'est pas vous. non, mais qui venaient, c'était comme ça, et j'ai pas changé un mot. C'est-à-dire que c'est venu, et j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit. Ok. Et c'était ça, quoi. Ok. Et du coup, pour Alors, ce bon, premier roman, quand vous l'avez c'est, terminé, c'est là c'est, vous avez commencé à contacter des maisons d'édition. Ça s'est passé comment? alors, je vais juste préciser tout de même que ce phénomène-là que je suis en train de décrire pour mon premier livre ne s'est plus jamais reproduit. Hein. Ok. Donc, c'est pas j'ai écrit tous mes livres sous la dictée, hein, pas du tout. Hein. C'est la première et dernière fois que ça s'est produit. Euh, alors, c'est pas que j'ai contacté, c'est que, en fait, j'ai une amie qui était avec moi au lycée, tout simplement, hein, en classe, Ok. et qui venait de publier un premier roman. Chez un éditeur à Casablanca, donc bon, le plus grand éditeur à l'époque à Casa. Et donc on se revoit, et moi j'avais lu son livre qui venait de sortir, et on parle de son livre. Et à la fin, elle me dit, mais toi, est-ce que tu as jamais pensé à écrire quelque chose? Je dis, ben, c'est marrant parce que, en fait, j'ai écrit un truc sur mon expérience à New York, et puis c'est tout, mais j'avais pas partagé, j'ai juste mis dans un tiroir. Elle m'a dit, est-ce que tu permets que j'y jette un coup d'œil, juste par curiosité, est-ce que je peux le lire et tout? Je lui dis, il n'y a pas de problème. Donc je lui ai remis le manuscrit. Moi, j'habite Rabat, elle habitait Casablanca, elle est allée à Casa, elle a lu. Le lendemain, elle m'appelle. Elle me dit, mais Youssef,
il faut absolument que tu publies ce manuscrit. Je lui dis, ah bon? Elle m'a dit, mais oui, mais il faut absolument, absolument. Elle m'a dit, moi j'ai adoré, et puis c'est nouveau, c'est original. Je lui dis, mais moi je sais pas, je connais rien à l'édition. Et c'est vrai, je connaissais aucun éditeur, je connaissais rien. Je lui dis, mais moi je sais pas. Et elle m'a dit, est-ce que tu acceptes que je le donne à mon éditeur? Je lui dis, bah vas-y, si Fais-toi tu veux. plaisir. Et en fait, un mois plus tard, j'ai reçu un coup de fil de l'éditeur qui me disait, voilà, quand est-ce que vous pourriez venir à Casa pour signer le contrat au bout d'un mois? Signer le contrat, il a parlé de signature de contrat Ah directement. non, le contrat était prêt déjà. Ok. Donc, bon, voilà. Donc, évidemment, j'y suis allé, j'ai signé le contrat. Et ce qui s'est passé, c'est que ce livre sort au Maroc. Hein. Mm. Et au bout d'un mois, la moitié du tirage est vendu. Mm. Ce qui, évidemment, au Maroc est absolument exceptionnel, parce que chez nous, on n'a pas la culture Le de titre, la il est lecture. accrocheur, je trouve. Le titre, il est bien choisi, je trouve. Il est accrocheur. Alors, il y avait plusieurs facteurs. Il y avait le un titre, facteur. évidemment. Puis New York. New York, c'est vendeur. Et aussi, les auteurs marocains, à chaque fois qu'ils ont situé leur livre à l'étranger, c'est souvent en France. Mais pas aux États-Unis. Enfin, je parle à l'époque, en tout cas. S'il publie à l'étranger, c'est en France, ouais. C'est plutôt en France que. Ouais, en France. Et même quand c'est un Marocain qui est le protagoniste du livre, généralement, il est en Europe ou en France ou en Belgique, ou aux Pays-Bas aussi. On a des auteurs qui sont néerlandophones aussi, mais pas aux États-Unis. Donc ça, c'était une nouveauté. Et puis, il y a aussi quand même le style que j'ai utilisé, parce qu'il y avait beaucoup d'humour. Et il y avait un autre élément qui a joué en faveur du livre. Évidemment, moi, c'était pas calculé. Hein. Moi, j'ai fait ça de manière tout à fait spontanée. C'est que le personnage principal, qui parlait donc le narrateur, personnage principal, qui est l'unique Marocain du livre. Il y a un seul Marocain dans le livre. C'est celui qui raconte. Pour une fois, c'était un Marocain auquel, alors là je fais part des retours que j'ai eus après. En fait, c'est un Marocain auquel les jeunes avaient envie de s'identifier. C'était un Marocain instruit qui était là-bas, qui faisait des études. C'est pas parce que bon, dans notre littérature, à l'époque du moins, très souvent le Marocain, c'est l'illettré, c'est le travailleur immigré, en fait souvent c'est ça hein, le personnage. Et là, pour une fois, c'est un personnage de Marocain qui est alors il a des caractéristiques qu'on associe un petit peu à nous-mêmes, à savoir comme on dit chez nous, fodolé, c'est-à-dire curieux, un peu voyeur, etc., etc. Mais en même temps, il a vraiment quelque chose qui plaisait énormément, c'est qu'il n'était pas intimidé, en quelque sorte. C'est-à-dire que, comme on dit en Darija, je bats. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, il est là et il est à l'aise, il est venu. Il se mesure aux Américains et il se permet de voilà. Alors, mais bien sûr, tout ça, ça donne lieu à des scènes humoristiques, caustiques, voilà, drôles, etc. C'est-à-dire que il va aller à un défilé de mode sur la 3e avenue, un défilé de mode de Givenchy. Oui, en film, c'est aussi parfait. Il n'est pas invité. Oui, ça ferait un film. Ouais, c'est très drôle. Ouais. Il n'est pas invité. Et il se retrouve avec un petit peu vraiment, on peut imaginer les gens qui sont dans ce genre de défilé, c'est-à-dire, donc il va se retrouver avec un grand armateur, avec un PDG d'une compagnie aérienne, il écoute leur discussion et lui il est là avec eux parce qu'il veut pas montrer que en fait il est juste skieur quoi. Et à certains moments on se tourne vers lui, on lui dit et vous êtes dans quoi? Et c'est là qu'il doit inventer tout un tas de trucs. Et à chaque fois qu'il invente quelque chose,
il y a quelqu'un dont c'est le métier en fait. Et donc, Ah, du coup, chaque, il lui pose voilà. des questions et il sait pas répondre. Donc à chaque fois, Ouais. et c'est un petit peu comme ça, le livre, il jette un regard Mm. un peu décalé, et puis C'est agréable aussi les romans un peu légers comme ça, voilà, les romans vraiment juste voilà. pour le Donc, plaisir humoristique, c'est aussi, ça tranche beaucoup avec les romans oui, vraiment engagés je- avec voilà. des Bah, sujets beaucoup plus j'ai fait de tout compliqués. en fait. Ça- J'ai fait euh, voilà, je passe de l'un à l'autre. Mm, J'ai mm. fait aussi un livre qui s'appelle Miniature et qui est en fait 50 personnages. C'est numéroté de 1 à 50. Ça s'appelle Miniature, comme ça. Et c'est à travers juste un. C'est comme des instantanés, comme ça. On a un personnage, sa petite histoire, comme des capsules. Et en fait, en filigrane, on a l'actualité soit nationale, soit souvent même internationale. Donc, je vais traiter des attentats du 11 septembre, mais en fait, c'est à travers juste l'histoire Mm, d'un mm. Marocain qui est au Maroc, etc. Mais on lit tout le contexte, et souvent avec, bien sûr, beaucoup de... Je dirais c'est des satires, d'une certaine façon. Voilà, un Mm. style assez satirique. Ok. Et c'est le cas d'ailleurs de mon prochain, enfin, Mm. qui est déjà terminé Qui est depuis quelques terminé. temps, mais qui n'est pas encore publié. Mm. Pas publié en raison de la crise Mm. sanitaire. Mm. Du coup, Parce que finalement, pour ce voilà. premier roman, ça s'est fait plutôt assez naturellement, assez facilement, peut-être par rapport à d'autres expériences. Voilà, Ah, il n'y a j'ai eu pas beaucoup de eu, chance. J'ai eu beaucoup il de y a pas chance. eu de, voilà, de sollicitation de plusieurs maisons d'édition, de retours Du tout. négatifs, etc. C'était Du tout. une tentative, une réussite. Enfin, c'était même pas votre tentative finalement, c'était votre ami qui a. Absolument. Absolument. Non, non, Et, j'ai eu beaucoup de chance. et après, pour les prochains romans, vous C'est plus avez été, facile. c'est plus facile quand on a déjà un premier roman d'éditer, hein, Et qui a marché. qui a marché. Ok. Non, ça c'est Ouais, important parce ouais, que ouais, ouais. j'ai dit, c'est-à-dire qu'en fait, il a été réédité au bout de 6 mois. Hmm, ok. Et bien sûr, il y a eu plusieurs rééditions. Il y a eu une édition il y a peut-être 4 ans encore. Alors, une Hmm, nouvelle édition encore hein, hmm, hmm, de ce livre. hmm. Puis après, il a été traduit aussi, il est publié aux États-Unis aussi, hein, American in New York. Après, bon, mais bien plus tard. Ok. Ok. Et c'est là aussi, je me posais la question par rapport au fait qu'on est voilà, en 2021. euh, Est-ce qu'on a forcément, enfin, avec les livres numériques, etc., est-ce que passer par une maison d'édition, c'est forcément une étape indispensable ou finalement c'est pas vraiment le cas? Parce que voilà, le fond du sujet, pardon, c'est d'avoir le roman avec sous format Word ou en PDF et ensuite peut-être quand on peut se passer plus facilement maintenant d'avoir des livres imprimés, etc. Je sais qu'il y a des auteurs maintenant qui commencent à essayer de se passer Oui. de maisons d'édition, de proposer directement aux consommateurs le livre sous Ouais. format numérique, sous format PDF. Ça, pour moi, c'est aussi un peu libérateur pour des jeunes auteurs de se désengager des maisons d'édition. Déjà en termes de commercial, je crois qu'on on gagnait un peu plus d'argent peut-être, parce qu'il y a Ah, toujours, certainement, on gagne beaucoup. certainement. Parce que j'ai vu sur internet, la part reste, voilà, qui est négociée, voilà, correspond à une certaine part du prix du roman. Euh, et après, ça facilite aussi Ouais. le partage. Ouais. Surtout aujourd'hui avec ces outils numériques et la possibilité de finalement de toucher un grand public à travers les réseaux sociaux, les plateformes numériques, etc. C'était pas le cas avant. Avant, il fallait vraiment un réseau de distribution classique avec déjà un éditeur alors soit c'est un grand éditeur qui est en même temps un diffuseur, mais certains éditeurs font appel à des diffuseurs Ah ok. qui eux qui eux Qui livrent les librairies, etc. distribuent voilà en librairie. Mais Et les promotions, c'est aussi géré aussi par les maisons d'édition, souvent, hein. Les oui, promotions des romans, etc. normalement oui, Hmm. oui oui, normalement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on se rend compte de plus en plus que
quand on est un auteur, alors quand on est un auteur et qu'on est présent sur les réseaux sociaux, évidemment, Mm. en fait, on est suivi aussi. Donc en fait, on a aussi accès, d'une certaine façon, surtout avec le numérique, on a accès à des gens n'importe où. Je veux dire, pas uniquement au Maroc, dans mon cas. C'est-à-dire les gens n'importe où. Mais le problème, c'est qu'après, il faut avoir un système. Ça, c'est pas facile à développer à titre individuel. Oui, on peut pas faire le travail tout seul. Des fois, ça peut être un peu trop prenant, hein. Il faut avoir des Non, personnes mais qui... c'est-à-dire vendre son livre. Comment on vend son livre en numérique? Enfin, je dis pas que c'est pas possible. Bien sûr que c'est Oui, possible, après c'est un peu compliqué. Il faut regarder, voilà, comment voilà, il faut avoir voilà. l'e-book, etc. Si on vend juste en PDF, c'est un peu bizarre, etc. Il faut aussi, Non, il faudrait vendre le livre, vraiment le e-book, quoi. oui, les Et avoir e-books, la oui, possibilité. Et que les gens puissent le télécharger sur leur sur leur liseuse. liseuse, oui, C'est ça. uniquement, oui. Et ça, c'est. Mais je suis sûr que ça. Je pense qu'il y a des maisons d'édition maintenant en ligne qui font, voilà, ce travail uniquement peut-être sur les e-books où il n'y a pas la Oui, partie produit physique, je pense, hein. Ça oui, peut, oui, ça oui. peut, Maintenant, et même les maisons d'édition classique, ouais. classiques se mettent. Par exemple, même pas moi. Là, enfin, mon éditrice, donc ici à Casa, dernièrement, m'a proposé de le mettre en e-book. Donc, il va être en e-book, même pas moi, par exemple. Ok. Non, Les maisons d'édition au Maroc, petit à petit, vont se mettre aussi au e-book. De toute façon, il le faut. oui, Mais de oui. toute façon, par exemple, C'est beau la guerre existe en e-book Ouais. au Diable Vauvert, en France. Mm, Il y a les deux versions. On peut acheter la version papier, mais on peut acheter la version e-book. Il existe. Hein. mm, mm, Les clandestins existent aussi en e-book chez Au Diable Vauvert. mm, mm, mm. Ok. J'avais aussi une question par rapport au... Je crois que j'en ai déjà parlé, mais lorsque on est écrivain, c'est aussi un métier assez solitaire. Je sais pas si cet aspect-là vous plaît. Moi, elle me fait un peu peur, je trouve, là, le fait de, voilà, d'être uniquement face à soi-même lorsqu'on écrit. C'est pas un métier où, enfin, initialement, on est, voilà, avec des personnes, etc. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là. Après, on peut écrire des romans avec d'autres auteurs, etc. Mais la Non, majorité des cas, il y a vraiment un non. travail qui est effectué, Ouais. qui est un travail d'une personne face à soi-même, face à ses pensées, face à son imagination et à sa création. Est-ce que ça, c'est un aspect que vous aimez ou vous aimez un peu moins? Non, moi j'aime cet aspect. Ok, J'aime enfin, ok, j'aime cet aspect parce qu'il correspond tout simplement à ma nature. ok. J'ai toujours été entre guillemets confiné. Ah, C'est-à-dire ok. que Oui, enfin, j'ai toujours eu Casanier. du plaisir à me retrouver confiné. Ok. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que non seulement on est obligé de nous isoler pour écrire, parce que l'écriture, c'est vrai que c'est un travail solitaire. Mm. On écrit, mais ça va au-delà. C'est-à-dire que même par exemple, lorsque je quitte mon bureau et que je retrouve la vie, entre guillemets, normale, mais j'écris tout, je continue à écrire dans ma tête. Vous y Et continuez à y penser. d'ailleurs, les gens qui me connaissent bien, mon entourage, ils savent très vite quand est-ce que je suis en phase d'écriture. Sans que je n'ai besoin de leur dire. C'est-à-dire que ils vont me dire, ah, là tu es en train d'écrire. Ah, t'es en train de penser alors que je à la suis en fin de train de l'histoire. déjeuner ou de... Ah, mais ouais, après, on peut remarquer quand les gens sont absents, qu'ils sont pas présents. Exactement. Et en fait, ça se remarque parce que dans ma tête, je suis pas à 100% avec eux. Parce que je suis encore dans ma tête. Dans le roman, dans l'histoire. Ouais. Ouais, ça continue. Parce qu'on peut pas arrêter. Hein. C'est impossible. On peut pas. Ah, il faut faire la méditation.
Ah ouais, ouais, Sûr. Parfois, moi je me souviens quand j'écrivais les clandestins, surtout les clandestins, je me souviens très bien, ça me réveillait la nuit, moi. Il m'est arrivé de me réveiller à 3 heures du matin. Et quand je me réveille, en fait, j'ai des phrases, j'ai des phrases. Mm, mm, mm. C'est-à-dire des phrases qui, qui viennent après celles que j'ai laissées la veille. Et elles sont là, et je suis obligé de me lever, parce que si je me lève pas, c'est foutu. Après, on les oublie. Hein. Donc, Mm. je me lève à 3 heures du matin, et je vais aller et écrire ces phrases-là, parce que sinon, après, on oublie Mm, complètement. mm. Quand on trouve une pépite ou voilà une bonne Ouais, idée, on a peur de la exactement. perdre. Ouais. Et il m'est arrivé de me lever à 3 heures du matin et de rester devant mon bureau et en fait à écrire jusqu'à 8 heures. Après, ça dépend des moments où on est inspiré ou pas, des moments où on a vraiment envie d'écrire Voilà. ou pas. Lorsqu'on a une bonne idée, qu'on a envie de la creuser sur le moment, c'est un Ouais, plaisir d'y accorder du absolument. temps. Et par rapport en fait au métier de l'écriture, il y a des sous-professions comme celle d'écrivain, on peut dire, qui sont solitaires. Après, il y a d'autres, peut-être d'autres professions sont relatives à l'écriture, qui sont un peu moins solitaires. Par exemple, je pense, je sais pas, si on écrit des scénarios pour des séries ou des films, ça c'est un Mhm. travail où on peut Oui, être amené à cogiter avec d'autres personnes, ou c'est un travail de réflexion avec d'autres personnes. Ou bien par exemple, lorsqu'on est chanteur et qu'on écrit des waouh. chansons, on peut aussi faire ça en studio avec d'autres personnes, etc. Mm. J'ai eu cette expérience cette année avec cette BD justement. Mm. Parce que la BD, je l'ai faite avec donc un dessinateur. Et alors évidemment, j'ai mon texte, j'ai mon scénario, j'ai un certain nombre de choses, j'ai des dialogues et tout, mais c'était très intéressant de travailler, c'est-à-dire qu'une fois que je ramène tout, lui, à partir de là, il a développé, déjà créé des personnages graphiques, Mm. c'est-à-dire il faut leur donner une physionomie, donc travailler un certain nombre de personnages, il me les a montrés, on s'est mis d'accord sur certains, et puis après, il y a tout un travail quasiment de mise en scène. Hein. C'est-à-dire que lui, il devait mettre en situation tel personnage, avec une certaine posture, avec un certain arrière-plan. Euh, en plus, c'est une BD sur les révolutions du monde arabe. Donc, parfois, il y a des manifestations, il y a vraiment des détails. Hein. Et, et c'est vrai que le texte actuel n'est pas exactement celui que j'avais remis au début. Mm. Mm. Ah, Il ouais. y a eu des changements Mm. Mm. parce qu'il m'a proposé des choses, parce que parfois lui, quand, par rapport à son dessin, en fait, il y avait des redondances. C'est-à-dire que moi, je disais quelque chose que lui avait représenté, mais ça n'a aucun sens. Parce que Mm. quand on lit une BD, tu vas pas nous dire ce qu'on voit, parce qu'on le voit. C'est ça le. Donc, donc parfois, carrément, il fallait supprimer ce texte qui va avec cette case, parce que c'est même pas la peine. Mm. Ce que Mm. moi j'ai dit en mots, lui, il l'a déjà représenté. On On n'avait s'adapte. même plus besoin de mots. Mm. Mais c'est intéressant aussi, de travailler tout simplement avec quelqu'un d'autre sur un projet, travailler avec quelqu'un sur un projet. Je pense que ça c'est Ah super oui, intéressant et c'est cet aspect-là pour moi qui, qui fait peut-être un peu j'aime beaucoup défaut ça éventuellement. aussi, moi. Ah ouais, j'aime beaucoup. Travailler avec d'autres personnes sur Ah des... oui, Ouais. j'adore ce genre Mm, de mm, mm. projet. Euh, il y a très longtemps hein, que je voulais faire une BD, justement pour cette raison-là. Très, très longtemps. Et j'étais pas encore tombé sur le dessinateur, voilà, Ouais, ok. qui me convenait. Et là, franchement, Mm. je, je Vous êtes suis très comblé. content du résultat. Ah, ok, Très, très content. Très content. ça marche. Très bien. Et après, ouais, aussi écrire des paroles pour des chansons, ça peut être vraiment super intéressant, je trouve, hein.
Parce qu'il y a des, voilà, il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de chanteurs qui n'écrivent pas leurs chansons et Oui, c'est absolument, souvent des absolument. paroliers, voilà, des spécialistes Oui, oui, oui. de la chanson qui s'en chargent pour elles. Ouais. Mm. Ben, j'avais fait ça aussi, hein. Vous a- J'avais eu un projet par rapport à mon troisième roman, qui est Paris-Mon-Bled. Mm. Et Paris-Mon-Bled, c'est situé euh, dans une banlieue parisienne. On en parle beaucoup, hein, ces jours-ci, hein, de ces zones, entre guillemets. Et, euh, et mon personnage principal, qui est aussi le narrateur à la première personne, c'est un Français d'origine marocaine, donc troisième génération. Euh, et, euh, et c'est vraiment un jeune, je veux dire, je sais pas, 17-18 ans, et qui rêve de devenir rappeur. Et j'ai investi un petit peu ça, j'ai fait beaucoup de recherches euh, pour pouvoir écrire un roman dans la veine un petit peu du rap. Et j'ai des passages qui sont vraiment du rap, carrément. On bascule dans la narration, il raconte, et parfois, il rappe. C'est-à-dire Ok, ouais, du que, coup vous étiez un peu rappeur quelque part en tant ouais, qu'auteur. j'ai passé, c'est simple, c'est un roman que j'ai publié en 2002. Et j'ai passé presque une année à n'écouter que du rap. Ah, c'est vrai qu'un auteur c'est aussi ça peut aussi amener à faire un travail vraiment d'investigation très poussé, comme vous l'avez dit, hein, et comme vous l'avez fait à plusieurs reprises sur certains sujets pour s'informer, pour bien connaître et Ah, bien comprendre ce dont on parle. voilà, parce qu'il me C'est un fallait travail de journaliste, voilà, de recherche, de recherche exactement. super approfondi, hein, qu'on Et ce que essaye. j'avais fait, c'est que j'avais euh, repris des passages de ce roman, euh, plus d'une dizaine, même un peu plus, probablement une quinzaine. Et alors, certains passages vraiment se prêtaient déjà, ils étaient en rap, il n'y avait même pas besoin de les réécrire. Et d'autres que j'ai réécrits, et à ce moment-là, j'ai introduit, parce que le roman était en français, j'ai introduit la Darija, donc le parler marocain. Mm. Et j'ai introduit ça. Et j'ai fait aussi quelques passages en anglais. Parce que forcément, j'avais beaucoup écouté du rap américain aussi, hein. Donc j'ai introduit aussi des passages en anglais. Et j'ai auditionné des jeunes à Casablanca, une centaine, hein, de jeunes. Mais là, je parle de 2002, hein. 2002, il n'y avait pas encore la scène rap qu'il y a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a une vraie culture rap au Maroc, etc., etc. Mais ça commençait déjà, Mm. et, euh, et c'est comme ça que j'ai connu Tofek El Hazib, qui est Big, Don Big, Ok. Oui, oui, je mais vois. il avait 17 ans, hein. Ah, ok, vous l'avez connu Il, a, il avait au tout 17 début. ans. Et à l'époque, il chantait avec un autre et il se faisait appeler Mafia C. Ok, J'imagine que le C, c'est pour Casablanca. ok. Enfin, j'imagine, hein. Ça s'appelait Mafia C. Et un certain, alors je ne sais pas si vous connaissez un peu ce Le rap. milieu-là. Est-ce que vous connaissez Barry? Barry. Avec le rap, je connais plutôt le rap français, mais le rap marocain, je Ah, connais Maroc, ouais, un d'accord. peu Alors moins. Barry, Barry, c'est il est pas forcément rappeur, hein. Il n'est pas rappeur, Barry, mais il fait de la fusion, il fait BA2, je crois que c'est BA2RY. Lui, il s'appelle Mohamed El Bahri ok. et il se fait appeler Barry, comme ça, Barry comme Barry White, quoi. Mm. Et, euh, et c'est une des personnes que j'avais donc retenu, qui est absolument exceptionnelle. Et finalement,
on a réussi à enregistrer 5 morceaux. Il devait y en avoir 15. Hein. Mais là, je me suis rendu compte que bon, la musique, c'est... Enfin, à l'époque. Vous avez Aujourd'hui, c'est enregistré beaucoup... des morceaux? Comment ça? Avec? Oui. Alors, la musique, évidemment, c'était pas moi. Hein. Moi, je ne suis pas musicien. Donc, c'était un groupe de Marocains qui vivaient à Londres et qui se faisaient appeler, qui ont eu du succès en club. Hein. Ils ont eu des morceaux qui ont vraiment eu beaucoup de succès club. Et ils se faisaient appeler Momo, juste Momo, M-O-M-O. Si vous faites une recherche, vous allez tomber sur Momo. Hein. Oui. Momo. Et en fait, Momo, c'est... Alors, ils avaient passé facilement une vingtaine d'années à Londres, hein. Originaire de Marrakech. Et Momo, c'est en fait un acronyme pour Music of Moroccan Origin. Voilà. Ok. Ils se font appeler Momo. Cherchez Momo, marocain, vous allez tomber. Et donc, le patron du groupe s'appelait Hassan de Moore, le Moore, mauresque, hein, de Moore. Et c'est lui qui avait composé donc la musique. Mais on a réussi à faire 5 morceaux et après c'était un problème de production, enfin d'argent tout simplement. Ok. Et l'idée, là je me suis rendu compte assez vite, hein, parce que j'avais mis mon propre argent, hein, dans ce projet, et très vite je me suis rendu compte que bon, c'était ridicule parce que ce genre de projet, il faut avoir un vrai producteur, il faut avoir... Mais du coup, vous aviez écrit, c'est ça les textes? Moi, j'ai écrit les paroles, Les ouais. paroles, et du coup, c'est eux qui chantaient et vous aviez investi pour produire les chansons, c'est ça? Alors la chance que j'avais, c'est qu'à l'époque, je donnais des cours dans une école de pub, de communication et de publicité, à Casablanca, et ils avaient un studio. Alors, c'est pas un studio super professionnel pour enregistrement de disques, mais bon, semi-professionnel, on va dire. Et comme, bon, évidemment, moi, j'étais chez eux et puis que je connaissais très bien la direction, etc. Et puis, ils trouvaient que le projet était super intéressant. Donc, ils m'ont prêté leur studio. Donc, ça là, j'avais pas... Mais c'était hyper, il y avait beaucoup de frais parce que ces jeunes, il fallait évidemment les prendre en charge. La personne qui venait de Londres, enfin bon. Ok, ça marche. Donc c'est un projet, voilà. Mais je me suis essayé à ça. Et mon idée, en fait, c'était quoi? Mon idée, c'est que je voulais faire la bande originale du roman. Parce que c'était ça, hein, c'était la bande originale du roman Paris-Mon-Bled. Ah, ok, ouais. Toujours dans l'idée des concepts. Voilà, intéressant. C'est pour ça que je dis que je suis assez conceptuel. Ok, ça marche. Très bien. Bon, Youssef, je crois que ça fait presque là 1h30 là qu'on discute. C'était super intéressant là de partager ce moment avec vous. Peut-être juste pour le mot de la fin, vous pouvez repréciser là les projets qui vont la sortir là dans les peut-être prochains mois, prochaines années sur lesquels vous avez travaillé récemment. Et après, voilà, libre à vous si vous avez aussi un autre sujet, en tout cas une idée en tête à partager avant la fin de ce podcast, libre à vous de le faire également. Oui, alors j'ai d'abord un roman que j'ai depuis une année maintenant, facilement. Okay. Mais encore une fois, avec cette histoire de Covid et tout, j'ai pas vraiment jugé opportun de sortir le roman puisque on n'a pas la possibilité de présenter en public. Les instituts sont fermés. L'intitulé du roman, il est déjà, ou bien il n'est pas encore décidé? Le titre. Le titre? Oui. Si, il est décidé. Il est décidé, mais c'est le suspense alors. Oui, je vais garder le suspense. Okay. Voilà. Je peux juste dire que je renoue avec la satire. Ok, très bien. Du coup, un roman voilà. Dont la date de publication sera dévoilée, sera décidée, voilà. Mais bon, cette année, pas 2021. encore. Ok, très bien.
Ensuite, Ouais, vous c'est avez 2021. votre bande dessinée également. Alors j'ai la bande dessinée qui est sur donc les révolutions. Malheureusement, quand on parle de ça, c'est toujours en cours. Hein. C'est pas fini. Les révolutions dans le monde arabe. Mais la BD est aussi sur le mode de la satire. Il y a de l'humour. Il y a voilà, Ok. c'est de la BD, mais c'est aussi Et la publication, c'est aussi en assez attente engagé. si on- Cette année. cette année. Ok. Oui, oui, non, ça c'était 2021. Hein. C'est 2021. Et puis alors, je pense que le livre qui va sortir en premier, c'est un livre que j'ai fait pendant le confinement. Euh, Parce qu'il fallait que je m'occupe quand même. Donc, Ok. comme j'avais déjà fait un roman, que j'avais un certain nombre de choses en stock, donc il fallait que je m'occupe. Et donc, j'ai fait un livre assez atypique où j'ai fait une série de dessins qui sont accompagnés avec à chaque fois un texte très court, hein, c'est-à-dire ça peut être 3 lignes, hein, Et c'est vos parfois un peu dessins, vous plus. aviez dit, hein. C'est vos dessins. Oui, c'est dessin au noir, hein, c'est-à-dire Ok. à langue de Chine. Hein. Ok. C'est vraiment très très simple. Hein. Et en fait, c'est un personnage à chaque fois dans une situation. Et ce personnage, c'est moi-même. Hein. En fait, c'est des autoportraits. Ok. C'est comme des selfies. C'est des selfies. C'est des Ok. selfies à langue de Chine. Des selfies Mais de vous, enfin du coup des selfies, enfin de vous ouais, en forcément, fait, c'est un avec moi des. un peu bizarre, mais on me reconnaît. Il paraît qu'on me reconnaît un peu. Bon, c'est moi en cartoon. Hein. Bon, Ok. Très je suis bien. un peu cartoon. Hein. Ok. Et dans des situations. Mais à travers ça, il y a quand même beaucoup ce que nous avons vécu, ce que nous continuons à vivre. Et... Mais pas uniquement. Pas uniquement. Ok. Très Ça clair. c'est un livre qui sortira je pense, avant l'été. Quoi. Ok. Très clair. Bah, du coup, je pense que là, le message est bien passé là pour ces trois projets qui vont venir en 2021, comme vous venez de le dire. Oui. Euh, Est-ce que vous voulez partager autre chose avant la fin de ce podcast? Peut-être quelque chose qui vous vient en tête, voilà, un sujet qui vous vient en tête. Ben, moi, ce qui me vient en tête, c'est quelque chose qu'on a évoqué, à savoir le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, Hmm, avec ces technologies qui nous permettent déjà, là, de pouvoir réaliser cet entretien. Ça n'aurait hmm, pas été hmm, possible. Hein. hmm. Et C'est non seulement super de le pratique. réaliser, mais de le partager en plus. C'est-à-dire, l'un est à Paris, l'autre à Rabat, et puis ça sera partagé avec des gens qui peuvent être, enfin, n'importe où. Hmm, Et ça, c'est quand même magique d'une certaine façon. hmm. Et je trouve que il y a des gens qui sont très très sévères avec. Et quand je dis des gens, je pense à certains intellectuels, je pense à certains, sans doute de ma génération, Hmm. euh, qui sont un petit peu sévères avec notre jeunesse et surtout l'usage qu'ils font de ces technologies, de ces réseaux sociaux, considérés comme souvent une perte de temps, comme un divertissement uniquement, qui les éloigne de l'essentiel, à savoir la lecture, la recherche, les études, etc. Hmm. Moi, je pense que c'est très compatible, c'est tout à fait compatible. Et Vous trouvez l'équilibre. exactement. Moi, je suis vraiment très, très, très heureux d'avoir vécu suffisamment pour connaître tout ça, parce que même dans ma création, mais ça m'aide énormément. Quand je parle des recherches, par exemple, pour un projet d'écriture, mais c'est incroyable les facilités que ça nous offre. C'est-à-dire que on a de l'information, mais à portée de main, quoi. Je veux dire, et encore une fois, moi, je suis très, très, comment dirais-je, très optimiste quant à, quant à l'avenir et l'avenir de la création de façon générale, et même l'avenir de la littérature.
Parce qu'on se dit, oulala, avec ces nouvelles technologies, c'est fini, la littérature qui va bien. Les gens ne lisent plus, cette nouvelle génération ne lit plus, elle s'oriente vers, je sais pas moi, des séries, des ceci, des cela. Mais, moi, j'y crois pas du tout. Je crois que la littérature a encore de beaux jours, franchement, devant elle. Mais je crois en même temps qu'il serait complètement, comment dirais-je, irréaliste de penser que la littérature est immuable et qu'on va garder exactement la littérature telle que nous la connaissons, c'est-à-dire avec les genres et les formats et les modes d'écriture et de lecture que nous avons connus et que nous connaissons. Je pense que tout cela va changer et va donner justement lieu à de nouvelles formes d'écriture. Et moi, s'il y a un regret que j'ai, très honnêtement, c'est toutes ces inventions, toutes ces nouvelles écritures que je ne connaîtrai malheureusement pas. Voilà, c'est le regret que j'ai déjà, par anticipation. Non, mais déjà avec les nouvelles technologies, vous avez déjà connu pas mal de nouvelles technologies. Après, on sait pas de quoi est fait l'avenir ou l'après. Mais en tout cas, c'est sur un message vraiment plein d'optimisme et de positivité sur la littérature, la création et les technologies et la jeunesse. Et la jeunesse, oui, tout à fait, qu'on termine ce podcast. Encore une fois, merci beaucoup, Youssouf, d'avoir accepté mon invitation. Merci. C'était un véritable plaisir d'avoir échangé. Et je vous dis très bonne fin de journée et à la prochaine fois, j'espère. Merci.